Jean-Claude Mailly, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général de Force ouvrière. Est-ce qu'on peut dire qu'il faut s'attendre maintenant à un 5e tour social après des élections présidentielles, élections législatives remportées par François Hollande et sa majorité? Moi, j'en suis pas là. Pour le moment, on va déjà avoir des discussions. Enfin, il y a plusieurs étapes là. Il y a une première étape, ça va être ce qui va se passer au niveau européen dans les 15 jours à venir. Bon, on parlait de la Grèce, mais il va y avoir aussi le sommet européen à la fin du mois. Est-ce qu'il va y avoir des changements notables, une renégociation ou pas des traités? Voilà, ça c'est une question clé qui va conditionner un peu le reste ensuite. Après, il y aura le sommet social qui est organisé sur 2 jours, 9 et 10 juillet, qui est le lancement d'un processus de concertation. Après, quelle sera la politique en France, budgétaire, économique et sociale du gouvernement? C'est à partir de là qu'on pourra voir si ça va tendre ou pas. Jean-Claude Mailly, est-ce que le fait que le Parti socialiste ait justement la majorité absolue, est-ce que pour vous c'est plus simple, ça lui donne toutes les marges de manœuvre? Il a les pouvoirs à la fois en exécutif, à la fois en législatif. Donc sa responsabilité est grande face à une situation qui n'est pas simple, mais en même temps, je l'ai dit, je le redis, nous n'accepterions pas syndicalement qu'il y ait une logique d'austérité qui se mette en place. Il y a toute une série de choses à faire, à la fois sur le service public, à la fois en matière de protection sociale, toute une série de débats qui vont être lancés, et l'austérité, c'est pas question de l'accepter en tous les cas. Est-ce que vous redoutez justement que le fait qu'il n'ait pas concilié avec ses alliés de gauche, d'extrême gauche, est-ce que du coup ça risque peut-être de voir une politique peut-être un peu plus contraignante, notamment en termes de dépenses publiques? Écoutez, j'en sais rien, moi. Mais est-ce que vous redoutez ça, en tous les cas? C'est pas une question d'être extrême gauche, c'est quelle est la ligne en matière de politique économique qui va être suivie? C'est ça qui est important. Qu'est-ce qui va se passer au niveau européen? Est-ce qu'effectivement, on va nous faire une petite verrue, on laisse les traités inchangés, y compris le TSCG, par exemple, il resterait en l'état, on mettrait une verrue à côté de la croissance, et qu'est-ce qu'on met dedans? J'ai lu ce week-end, on parle d'un programme de 120 milliards, mais 120 milliards avec des effets de levier, et puis qui aurait de l'effet pas tout de suite. Donc c'est pas suffisant pour changer la nature des choses et qu'on ne rentre pas dans une période de récession. Alors niveau européen, deuxièmement, en matière de budget en tant que tel, quid en matière de fiscalité, que va-t-il se passer en matière de salaire, voilà, aujourd'hui on est dans l'incertitude. Il y a eu des engagements de campagne, mais maintenant en termes de gouvernement, on va attendre ce qui va être proposé. Oui. En même temps, lorsqu'on regarde les résultats des élections en Grèce, on voit bien que le peuple grec a voté aussi pour son maintien dans la zone euro, et quand même quelque part, même s'il y a une renégociation à la clé quand même pour qu'il y ait accepté une forme d'austérité, en tous les cas le plan qui a été imposé. Je ne pense pas, moi je ne fais pas cette analyse, que le peuple grec ne veuille pas sortir de l'euro, mais ça oui, bien entendu. Dans le même temps, je ne pense pas qu'il a envie de continuer avec l'austérité, même s'il y a des réformes fiscales à faire en Grèce. D'ailleurs, vous voyez bien que, y compris Monsieur Samaras, dit il faudra quand même rediscter. Oui, c'est ça, renégocier une partie, mais quand même accepter qu'il y ait une mais ça veut dire qu'en Grèce, on a atteint les limites de la soutenabilité sociale et soutenabilité politique, et que vous verrez bien que si l'on veut effectivement s'en sortir, il va falloir drôlement assouplir la logique d'austérité en Grèce. Sinon, ça va finir par craquer sérieusement en Grèce comme ailleurs. Et y compris si les gouvernements laissent dire qu'on peut rediscuter, les gouvernements européens, c'est qu'ils commencent à en avoir conscience. Vous souhaitez une renégociation des traités, vous souhaitez qu'on aille plus loin dans Maastricht. Est-ce que vous êtes favorable enfin, vous dites non, mais en même temps, est-ce que vous êtes favorable à un fédéralisme budgétaire, voire politique en tous les cas? Angela Merkel, elle appelle ça de ses vœux en disant il faut un sursaut de toute manière pour l'Europe. Oui, non, mais c'est pas de dire faut du fédéralisme, pas de fédéralisme. Premier élément, sur le traité de Maastricht, par exemple, il faut revoir le rôle de la Banque Centrale Européenne. Je ne suis pas sûr que Madame Merkel, dans sa conception du fédéralisme... Dans quel sens? Parce qu'il y a plusieurs sens. Il faudrait, par exemple, aujourd'hui, que la Banque Centrale Européenne ait la possibilité de prêter aux États. Ce qu'elle ne peut pas faire du fait du traité de Maastricht. Je ne dis pas que ça règle les problèmes. Oui, qu'est-ce que ça changerait in fine? Si, aujourd'hui, on aurait moins de pression. Comme ça se fait dans d'autres pays. Ça permettrait de rediscuter sérieusement de la réorientation de la construction européenne. Ce qui est quasiment impossible aujourd'hui. Donc c'est y compris ces traités-là qu'il faut revoir. Vous savez, moi quand je vois certains responsables à l'origine de ces traités dire aujourd'hui on s'est planté, comment voulez-vous qu'on leur fasse confiance aujourd'hui? Ils sont déjà plantés une fois, sérieusement, sur la logique de la construction européenne. Donc il y a une logique à revoir. Ça suppose qu'il faut revoir les traités, y compris s'il faut un bras de fer avec l'Allemagne, c'est évident. Alors est-ce que dans 15 jours, à la fin du mois, en 15 jours, on aura véritablement un sommet européen qui mettra les dossiers de fond sur la table et qui sera prêt à une réorientation des traités, ou est-ce qu'on va rester à la marge? C'est ce qui va conditionner tout le reste, pas simplement pour nous en France, en Europe et dans le monde.
Mais Jean-Claude Maillet, ça veut dire que vous voulez une Europe comment? Est-ce que vous voulez une Europe un peu à l'image de l'Allemagne, c'est-à-dire effectivement forte, mais qui a fait des réformes nécessaires, ou est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on n'a pas les moyens et qu'il faut plutôt une Europe proche de l'Italie et de l'Espagne? Non, c'est pas ça. Il faut une Europe aujourd'hui qui ne soit pas une Europe basée, comme depuis 20 ans, sur le dumping fiscal et le dumping social. C'est ça l'Europe qu'on nous a construit. Liberté de circulation des capitaux, liberté de circulation des marchandises. Vous n'avez pas la liberté de circulation des hommes. Ou alors avec du dumping social, par exemple. Donc c'est sur les fondements qu'il faut retravailler. Si on ne sort pas de cette logique, qui est une logique c'est du dumping fiscal. Regardez le taux d'impôt sur les sociétés en Irlande ou ailleurs. L'Irlande est quand même sous perfusion, oui, sinon ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, mais l'Allemagne a joué aussi le dumping social. On a déjà évoqué ici, je me souviens, la directive détachement. On a toute une série de dossiers. Est-ce qu'on remet ça sur la table ou pas? Ou est-ce qu'on est dans une logique de, allez, on fuit les choses, il faut continuer dans Donc la vous logique êtes pour un bras de libérale. fer avec l'Allemagne, c'est ça que vous dites, Jean-Claude Maillet? Si ça doit passer sur le plan de la politique économique, oui, pourquoi pas. Si ça doit passer, si on doit passer par là, pourquoi pas. Et donc à ce moment-là, lorsque vous entendez la chancelière allemande parler de médiocrité notamment de la position française, ça vous fait ça provoque quelle réaction? Quelle est la part de cinéma, de pas de cinéma, je veux pas rentrer là-dedans. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'est-ce qui sera décidé dans 15 jours. Quand je vois, y compris les instances européennes prôner, ou l'OCDE, prôner encore plus de flexibilité, plus de libéralisme économique, je tire la sonnette d'alarme. À un moment donné, je dis ça, on va continuer à aller dans le mur. Donc il faut reposer les problèmes sérieusement. Donc vous dites, il faut desserrer le traité de Maastricht. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et puis il faut aussi, la règle d'or, telle qu'elle est. Moi, je vous rappelle le traité sur la stabilité, la coopération et la gouvernance. Il faut savoir, par exemple, que pour la première fois depuis au moins le début des années 90, la Confédération européenne des syndicats, c'est-à-dire l'ensemble des syndicats au niveau européen, sont opposés à ce traité. C'est la première fois que la Confédération européenne des syndicats est opposée clairement à un traité. Alors, on écoute ou on n'écoute pas, mais on est dans une logique qui prône l'austérité. Monsieur Van Rompuy, quand il parle de croissance, croissance pour lui, c'est synonyme de flexibilité. Désolé, il n'est pas dans le coup. Vous ne pensez pas que la flexibilité peut générer justement de la croissance? Ah non, pas du tout. Non. Écoutez, ça fait 20 ans qu'on en fait. Et la rigidité, est-ce que ça peut à ce moment-là générer de la croissance? Les normes, oui. Les normes, oui. Si on fait entre normes et rigidité, est-ce que justement il n'y a pas un curseur à placer? Non, je crois justement que non. La flexisécurité, même les Nordiques, ils en viennent. Alors donc, c'est tout le cinéma qu'on nous a fait depuis 20 ans. On voit très bien qu'on a fait beaucoup de flexibilité, qu'on a fait beaucoup de libéralisme au sens économique du terme depuis 20 ans. On voit où on en est aujourd'hui. Alors c'est à la vraie au niveau européen, c'est vrai au niveau international. Enfin, regardez les paradis fiscaux, toutes les entreprises françaises, allemandes ou autres sont tous dans des paradis fiscaux. C'est des centaines de milliards d'euros, de dollars qui échappent à l'impôt chaque année. Donc, ou on veut régler ces problèmes-là, ou alors on continue et on va dans le mur. À un moment donné, ça fait quand même quelques années que ça dure. Ça fait 5 ans que la crise est là et qu'elle n'est pas réglée. Jean-Claude Maillet, est-ce que vous attendez quand même, je reviens à la France, est-ce que vous attendez peut-être à ce que des promesses de campagne ne soient plus tenues maintenant qu'ils ont remporté les élections législatives? Il prendra des risques. Écoutez, au moins sur certaines, celles qui nous intéressaient. Par exemple, moi je prends un exemple. Il y a eu une promesse qui était un arrêt de la révision générale des politiques publiques. Ça, je le redemanderai. Je l'ai déjà redit. Je le poserai le problème lors de la conférence sociale des 9 et 10 juillet. Nous demandons un arrêt de la révision générale des politiques publiques et nous demandons une véritable évaluation du fonctionnement du service public républicain. Avant toute chose, les questions statutaires de revendication des fonctionnaires, ça, ils traiteront ça avec leur ministre. Mais au niveau confédéral, nous demandons une véritable réflexion. M. Sarkozy s'était engagé là-dessus, il l'a jamais fait. Au moins qu'on fasse cette évaluation. Voilà. Bon, ça a été une promesse de campagne. Est-ce que ça va être fait ou pas? On va voir. En tous les cas, je saurais rappeler pour celles qui nous intéressent quels étaient les engagements et quelles sont les positions. Juste une question comme ça sur la fonction publique. On a vu la semaine dernière, donc c'est une baisse historique du nombre de fonctionnaires en France. Pour vous, est-ce que ça va quand même dans la bonne direction, à condition quand même qu'on redistribue peut-être en fonction des ministères? Non, c'est pas. À l'éducation nationale, bien sûr, à la police, c'est la à la mauvaise santé. lecture des choses. C'est la mauvaise lecture des choses. Prendre le dossier fonction publique avec les effectifs, pardonnez-moi, c'est stupide. C'est pas ça. C'est qu'est-ce que quantitatif. Oui, mais en plus, c'est lié bien sûr l'avenir du service public avec les effectifs. Mais qu'est-ce que l'on veut comme service public dans notre pays? Qu'est-ce que l'on veut comme service public républicain? Où on veut des hôpitaux? Où on veut, voilà, c'est ça la question. Après, qui gère, comment gère, c'est autre chose. Mais qu'est-ce que l'on veut comme service public républicain? Ou alors on fait comme ces dernières années, on dit rien, on supprime des services publics. Je l'ai déjà dit, on aura y compris des problèmes de sécurité sanitaire à un moment donné parce qu'on a supprimé des effectifs, donc contrôle sanitaire.
budgétaire. Voilà, ces questions-là, c'est pas qu'une question de fonctionnaires, ça concerne tout le monde. Cette conférence du 9 et 10 juillet, déjà, vous attendez, il y a un premier rendez-vous avant, c'est la hausse du SMIC avec ce coup de pouce. Est-ce que vous avez un peu affûté votre revendication, Jean-Claude Maillet? Je dis que nous avions un objectif, qui est un objectif qui est 80% du salaire de référence, du salaire médian de référence. Alors ça, c'est un objectif qu'on aimerait bien sur un quinquennat, par exemple, obtenir. Bon. Ceci étant, dans l'état actuel des choses, une augmentation de l'ordre, avec la hausse des prix et le coup de pouce, de l'ordre de 5%, j'ai cru comprendre, moi c'est ce qu'on voudrait. Si on veut avoir notre objectif assez rapidement, il faut des augmentations substantielles quand même. Alors j'en sais rien, pour le moment tout ce que j'ai entendu c'est que ce serait une hausse modérée. Maintenant on n'a toujours pas aujourd'hui plutôt autour de 2%, ça serait insuffisant pour vous? Ah bah oui, si c'est parce qu'il y a une augmentation des prix dont il va falloir tenir compte. C'est au moins 1,8 avec les prix et les salaires. Donc c'est tout ce qui serait coup de pouce, ce serait au-dessus. Pour le moment, on n'a pas d'informations. On devrait les avoir la décision avant le sommet social, puisque ça doit passer par une commission nationale de la négociation collective dont nous attendons la convocation. Justement, cette conférence du 9 et 10 juillet prochain, on a le sentiment qu'on va parler beaucoup de méthode dans un premier temps. Il faut changer la méthode. Est-ce que vous êtes prêt à changer la méthode? Et puis, est-ce que lorsque vous voyez la manière dont est passé ce décret sur le retour partiel à 60 ans, est-ce que là, on est dans la bonne méthode? Ça a été imposé, en tous les cas, c'est ce que dit le MEDEF. Il n'y a pas une négociation. Non, attendez, c'est pas de la négociation, c'est un décret, ça se négocie pas. Ça relève du décret. Ça relève du décret. Ouais. Non, il y a eu de la concertation. Le gouvernement nous a consultés de la même manière qu'il a consulté le MEDEF. Après, c'est un décret, c'est de la responsabilité du gouvernement. Il a pris sa décision après consultation. Vous savez. Qu'il y ait consultation, concertation, bien entendu, pour le moment il y en a. Est-ce que ça durera? J'en sais rien. Mais c'est pas la peine de modifier la Constitution ou de refaire des lois pour savoir comment on doit travailler. Ou alors c'est qu'on est dans un triste état, je veux dire. C'est quand même la moindre des choses qu'un gouvernement consulte les interlocuteurs sociaux avant de prendre une décision. Si on a besoin de mettre ça dans la Constitution, autant dire qu'on n'est plus en démocratie. Ouais, et donc vous pensez que le MEDEF est en... J'en ai rajouté. Il en a rajouté. Oui, il en a rajouté là-dessus. Il en a rajouté. Il a été consulté, le MEDEF. Qu'il soit pas d'accord, ça c'est son droit, bien entendu. Mais il en a rajouté sur le dossier en question, puisqu'on a tous été consultés. Oh, juste une petite pique lancée par votre homologue de la CFDT, François Chérec, qui dit c'est bien, Jean-Claude Maillet et François Boyer commencent à signer des accords. Donc c'est sur les accords compétitivité emploi, mais je crois que où il veut pas comprendre, où il fait semblant de pas comprendre, les accords compétitivité emploi, quand il y a des difficultés en entreprise, nous pouvons signer comme d'autres sur des accords. Ce que nous ne voulons pas, c'est la logique qu'accepte le MEDEF et a priori la CFDT, c'est que quand un accord de ce type est signé, le salarié, s'il refuse, aujourd'hui il est licencié pour motif économique. Et là, il voudrait créer encore un nouveau type de rupture. Alors ça, c'est non. Il n'est pas question pour nous de créer un nouveau type de rupture du contrat de travail. Et Jean-Claude Maillet, donc il change peut-être lui aussi de méthode et qui commence à signer. Merci beaucoup en tous les cas. J'ai toujours signé. Secrétaire général de Force ouvrière, et rendez-vous donc le 9 10 juillet prochain pour cette fameuse conférence sociale. Merci d'avoir été avec nous.